Bonjour à tous. Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous avez sans doute remarqué que je suis plus du genre à faire des images du ciel profond, c'est-à-dire des nébuleuses, des galaxies, bref, tout ce qui est en dehors du système solaire. Mais il y a pas mal de trucs cool à faire dans le système solaire. Par exemple, si vous faites de la spectroscopie amateur, vous pouvez analyser l'atmosphère des planètes. Mais vous pouvez aussi faire de l'analyse d'astéroïdes en cherchant leur vitesse de rotation, voire même leur petite lune. Mais moi, pour aujourd'hui, je vais commencer par faire quelque chose de plus classique, à savoir l'imagerie planétaire. Alors jusqu'à maintenant, je me suis encore jamais penché vraiment sérieusement. C'est-à-dire que j'ai déjà fait quelques images juste pour voir comme ça, pour essayer. Mais aujourd'hui, comme j'ai la pleine lune qui m'empêche de faire du ciel profond, que j'ai une super qualité de ciel et que j'ai Jupiter, Vénus, Mars et Saturne qui sont visibles, je me suis dit que ce serait l'occasion de m'y pencher plus sérieusement. Avant d'avoir mon réflexe, un Nikon D3200 pour faire des images du ciel profond, j'avais cette caméra, une ZVO S620. Alors j'ai fait un peu de ciel profond avec cette caméra comme M51 ou M27 qui sont les deux meilleures images que j'ai eues, mais ce genre de caméra n'est pas vraiment adapté au ciel profond. C'est plutôt fait pour faire du planétaire. Les caméras planétaires en général elles vont avoir plutôt des gros capteurs, comme celui-ci, et un débit d'image assez lent, puisqu'on va faire une image toutes les 5 minutes, 10... Allez, 40 si on est comme lui. Hein? Retourne bosser. Je termine juste. Vite fait. Ok. Du coup, les caméras planétaires, elles vont avoir des tout petits capteurs. Et elles vont avoir un débit d'image très rapide, plutôt comme de la vidéo. Bon du coup, faut que j'aille, désolé. D'accord. Mais comme tu le dis, les ZVO ont vraiment un tout petit capteur, comparé à la taille du capteur de mon réflexe à l'échelle. Mais c'est pas très étonnant, parce qu'au maximum, les planètes vont faire 1/30e de la taille de la Lune de notre point de vue dans le ciel. Donc avoir le grand capteur de mon réflexe ne serait d'aucune utilité, puisque la très grande majorité des pixels seraient noirs. Ceci dit, même avec cette faible quantité de pixels, prévoyez pas mal d'espace mémoire pour enregistrer vos vidéos. Tout simplement parce que, contrairement aux vidéos de téléphone qui sont fortement compressées, les caméras planétaires n'ont aucune compression, tout simplement parce que la compression, ça fait perdre beaucoup de petits détails, ce qui est dommage puisque les planètes sont justement des petits détails. Du coup, si on prend l'exemple de ma caméra planétaire qui filme en 1280 par 960 pixels, eh bien avec elle, je remplis 1 giga d'espace mémoire en 1 minute de vidéo. Oui, ça va carrément vite. Je veux dire, un film de 2 heures avec la même qualité et bien compressé, ça peut faire moins d'1 giga. Donc prévoyez des gros disques durs. En plus de la taille de leur capteur et de leur débit d'image, la troisième chose importante à regarder sur les caméras planétaires, c'est la taille de leurs pixels. Et là, comme les planètes sont de tout petits objets dans le ciel, il va falloir de tout petits pixels. Parce que plus les pixels seront petits, meilleure sera la résolution spatiale et donc la planète sera mieux définie. Mais je pense que ce sera plus clair avec une petite animation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un télescope, une lunette, un objectif d'appareil photo, voire même un microscope, le seul but de la partie optique de ces éléments, c'est de projeter une image de ce qu'on voit sur un écran. Dans le cas qui nous intéresse, cet écran, c'est le capteur d'un appareil photo numérique, et ce que va faire ce capteur, c'est découper l'image qu'on vient de projeter dessus en plein de petites zones. Et là, on comprend bien que plus le quadrillage, donc les pixels, vont être petits, plus on va réussir à faire ressortir les détails fins de l'image qui est projetée dessus. Et on voit aussi que ça ne servirait vraiment pas à grand chose d'avoir un capteur immense comme le capteur d'un réflexe par exemple, puisque la très grande majorité des pixels seraient complètement noirs. Ne serait-ce que pour couvrir le capteur de la ZVO avec Jupiter dans les meilleures conditions, il me faudrait un télescope de 15 mètres de focale. Alors ça existe, mais pas vraiment en télescope amateur. Bon bah choisis la caméra planétaire alors. Tant qu'à faire, ce sera mieux. Ah du coup oui, là on remarque que le réflexe n'a aucun avantage, en tout cas pas pour le planétaire. Mais histoire d'enfoncer le clou, j'ai encore 2 arguments en faveur de la ZVO. Alors déjà, mon réflexe, il peut faire des temps de pause de 1 sur 4000 secondes. C'est déjà pas mal, mais la caméra planétaire, elle peut aller 4 fois plus court, à 1 sur 15 000 secondes. Et autant en ciel profond, je vous dis toujours que faire des grands temps de pause, c'est mieux, autant en planétaire, plus le temps de pause sera court,
mieux ce sera. Tout simplement parce que l'atmosphère, elle a beaucoup de turbulences, et pour figer ces turbulences sur le capteur, il faut faire les temps de pause les plus courts possibles. Et c'est en faisant plein d'images avec des temps de pause très courts qu'on aura une petite chance d'avoir quelques images avec des bonnes qualités qui permettront d'avoir une bonne image au final. Et le deuxième avantage de l'ASVO, c'est qu'elle se met sur le télescope exactement comme un oculaire. Et du coup, ça va me permettre d'utiliser cet élément optique qui est une Barlow. Alors une Barlow, ça va permettre d'avoir un zoom plus important ou, si on veut, d'allonger artificiellement la longueur focale du télescope. Du coup, si je mets l'ASVO comme ça, puis dans le télescope, eh ben, les objets sur le capteur de l'ASVO seront 2 fois plus grands. Et ça, c'est un très gros point positif. Donc voilà, si le doute subsistait encore, même si je pense pas, je vais utiliser l'ASVO, puisque à ce stade, utiliser mon réflexe, ça aurait autant de sens que d'utiliser, je sais pas moi, une masse pour enfoncer un clou, ou un marteau pour enfoncer un maillet. Un maillet. Ça doit pas être ça. Bref, on va utiliser l'ASVO, ça me paraît bien. Bon, depuis le début, je vous parle de capteurs. Mais le deuxième élément important pour faire de belles images, c'est le télescope. Et là, je vais faire simple. Pour faire de belles images de planètes, il faut un télescope avec une longue focale. Alors, il y a des nuances entre lunettes, télescope, il y a aussi des histoires de diffraction, mais c'est une vidéo d'introduction, donc je vais faire simple pour aujourd'hui. Le mieux, c'est de se tourner vers un télescope de type Maksutov Cassegrain. Ça va être des télescopes qui auront une plus longue focale par rapport à leur diamètre, et du coup, ça permettra de mieux résoudre. Alors, si on veut comparer, le Newton 150-750 derrière, il a moitié moins de focale que le petit Mac 90. Effectivement, ce serait idéal que j'ai ce genre d'instrument. Mais bon, je les ai pas, du coup je vais me contenter de mon bon vieux Newton avec ses 750 mm de focale. Avec la Barlow, je vais réussir à monter à 1500 mm. Donc ça va commencer à être suffisant et vous verrez qu'on arrivera à voir quelques détails des planètes. La première planète sur laquelle j'ai commencé à prendre mes images, c'est Vénus. Alors la raison elle est très simple, c'est que Vénus elle sort le soir et que c'est plus motivant pour un premier test que de se lever à 2 ou 3 heures du matin, qui est l'heure à laquelle sortent les autres planètes. Du coup, pour la prise des images, on fait un peu comme en ciel profond, c'est-à-dire qu'on va prendre plein d'images qu'on va ensuite assembler dans un logiciel d'assemblage pour réduire les défauts sur l'image finale. Sauf que la différence par rapport au ciel profond, c'est qu'on en prend beaucoup plus. Du coup, moi, pour prendre les images, j'utilise Fire Capture, qui va me sortir un fichier vidéo que je vais mettre dans le logiciel d'empilement, qui est AutoStackert, j'avais plus le mot. Alors c'est un logiciel qui est très simple d'utilisation. En fait, j'ai réussi à le prendre en main sans même utiliser un tuto. Alors, il existe sans doute des options supplémentaires à découvrir, mais c'est une vidéo d'introduction autant pour vous que pour moi au final, donc ça suffira dans un premier temps. Pour ce premier essai, j'ai empilé un bon millier d'images de Vénus. Donc oui, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on n'ait pas trop de pixels, parce que sinon, le traitement sur des milliers d'images, il serait vraiment infâme. Et personnellement, je suis assez étonné de la différence de qualité entre les images brutes et l'image finale. Je me doutais qu'après le traitement, il y aurait une augmentation de la qualité. Mais quand on voit la différence entre, par exemple, une des meilleures images qu'a donné le logiciel et l'image vraiment finale empilée, c'est assez balèze. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant. Le logiciel fait du bon taf, toi t'as fait nimp. Alors oui, ok, mais j'avais... Arrête, tu vas me faire la mise au point et on en rediscute. Oui, ok, j'admets, j'ai vraiment pas géré ce point-là. J'y retourne et je reviens quand j'ai une meilleure image. Cette fois, j'ai vraiment pris mon temps sur la mise au point, ce qui est très important, en particulier sur le planétaire. Mais en plus de ça, j'ai pris plus d'images et avec des temps de pause plus courts pour figer plus l'atmosphère. Et effectivement, le résultat est carrément plus net. On voit que les bords sont beaucoup plus abrupts. Le problème avec Vénus, c'est que j'ai vraiment pas le matos nécessaire pour avoir les détails de sa surface, entre guillemets. Parce qu'avec du très bon matos, on peut voir les petits nuages qui se baladent dans les hautes couches de l'atmosphère de cette planète. Mais clairement pour ça, il faut plus qu'un 150-750, il faut un matos vraiment balèze. Du coup, je vous propose de passer les nuits
pour aller voir du côté de planètes qui ont plus de détails à se mettre sous la dent. Jupiter et Saturne sont les deux premières planètes à se lever. Et ce sont deux objets très intéressants à observer si vous regardez pour la première fois au télescope. Entre la grande tache rouge et les lunes de Jupiter et les anneaux de Saturne, c'est vraiment très cool à voir. Par contre, le truc vraiment frustrant avec ces deux planètes, c'est que quand on passe à l'imagerie, tous les détails qu'on voyait à l'œil disparaissent complètement. En fait, il faut savoir que l'œil est une caméra qui est très puissante. Alors, c'est pas vraiment une caméra, mais c'est un moyen d'acquisition des images qui est très puissant. Et le cerveau a aussi une capacité assez balèze à traiter les images. Du coup, quand on passe à une caméra classique qui n'a pas toutes ces fonctions, le résultat est assez décevant. Mais cette fois, on va pas faire une seule image comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais on va faire des milliers d'images sur Jupiter et Saturne et on va faire le traitement qui va nous permettre d'avoir une meilleure image finale, exactement comme pour Vénus. Pour une première tentative, c'est pas trop mal. Sur Jupiter, on arrive quand même plutôt bien à distinguer les bandes principales. Et sur Saturne, on arrive à distinguer les anneaux, mais bon, ça, on le voit même quand on fait qu'une seule image. Par contre, ce que j'avais encore jamais réussi à avoir, c'est l'ombre de Saturne qui se projette sur les anneaux. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai aussi essayé de faire Mars pour cette première nuit, mais j'ai complètement surexposé la planète. Du coup, pour Mars, raté pour ce premier essai. Pour cette seconde nuit, j'ai décidé de laisser de côté Vénus pour me concentrer vraiment sur Jupiter. Du coup, j'ai fait 1 heure de prise d'image sur la planète et ça m'a fait une vidéo de 60 Go. Je vous avais dit, il faut pas mal de place sur le disque dur, mais au moins l'image résultante est effectivement plus résolue. T'as fait 1 heure de pause sur Jupiter. Bah oui, en faisant plus d'images, statistiquement j'avais aussi plus de bonnes images. Et en plus, je pense que j'ai un peu peaufiné la mise au point. Du coup, forcément, l'image résultante, elle est un peu plus résolue. Alors, comment te dire? Sachant que Jupiter tourne sur elle-même en 10 heures, toi t'as posé 1 heure, donc elle a fait 1/10 de tour pendant que tu la freinais. Tous les détails sont donc étalés. T'es bon pour recommencer. Et cette fois, tu tiendras compte du fait qu'avec ta focale et ta taille de pixels, les détails, ils passent d'un pixel à l'autre en 4 minutes. Donc tu te débrouilles comme tu veux, mais je veux pas que tu fasses plus de 4 minutes de pause totale. Je pensais pas que, vu la taille de Jupiter sur mon capteur, je pensais vraiment pas que la rotation serait visible. Parce que plus c'est petit, plus la rotation est difficile à voir. Et je ne me serais jamais imaginé que qu'on puisse voir sa rotation. Du coup, le problème va être le même sur Saturne, puisque j'ai fait 20 minutes de temps de pause dessus, et que elle tourne plus ou moins à la même vitesse. Alors ce qui est cool avec Saturne, c'est que tu vas avoir un tout petit peu plus de temps pour la prendre. Je dirais qu'avec ton appareil, en 8 minutes, ça peut passer. Voilà. Tu as 8 minutes pour faire les temps de pause avant que les détails se barrent. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait qu'un étalement de 2-3 pixels, c'est plutôt négligeable. Mais bon, l'image finale est quand même plus résolue, puisque cette fois, on distingue clairement les deux systèmes d'anneaux de Saturne, et qu'on voit même un peu de détails de sa surface. Mais bon, du coup... c'est pas parfait. Pour la troisième nuit, à la base, j'avais prévu de faire 1 heure sur Saturne. Et du coup, je peux pas. Mais en plus, je me suis rendu compte que pour la prochaine nuit, déjà, il y aurait la grande tache rouge de Jupiter qui serait visible, ce qui n'était pas le cas avant. Mais en plus, il devrait y avoir l'ombre de l'une des lunes de Jupiter qui va faire une sorte d'éclipse sur la planète. Et j'étais curieux de voir si je serais capable de distinguer ce détail. Pour le coup, je suis vraiment pas mécontent de ce que j'ai réussi à obtenir. Et ouais, vu que je peux pas faire 1 heure complète de temps de pause pour avoir de très bonne qualité d'image, j'ai tout simplement décidé de découper tout ça en séquences de 8 minutes pour pouvoir les assembler et au final en faire une vidéo. Alors du coup, effectivement, c'est plus que les 4 minutes qu'on avait déterminées à la base, mais en fait j'avais un peu peur qu'avec seulement 4 minutes de prise d'image, j'aurais trop peu d'images et que du coup l'image résultante serait de trop faible qualité.
Au final, je me dis que c'était peut-être pas nécessaire quand je vois à quel point l'image finale est quand même très bien résolue. J'aurais peut-être pu me contenter d'avoir seulement 4 minutes et du coup avoir plus d'images, ce qui aurait été mieux pour la vidéo. Donc voilà, et je suis vraiment content parce qu'on voit très bien la grande tache rouge de Jupiter, même si c'est pas vraiment un exploit, puisque la tache rouge de Jupiter, c'est un anticyclone qui fait la taille de la planète Terre, en termes de son diamètre. Du coup, on peut pas vraiment dire que ce soit un tout petit détail que j'ai réussi à révéler. On parle d'un truc qui est assez monstrueux. Donc voilà, je suis vraiment pas mécontent de ce petit résultat. J'ai aussi fait Saturne sur cette 3e nuit pour voir si j'arrivais à faire un peu mieux en me limitant aux 8 minutes qu'on avait déterminées. Mais pour le coup, la différence n'est pas spectaculaire. On voit, je pense, un petit peu mieux les anneaux que sur l'image précédente. Ils sont un peu mieux résolus. Mais bon, sinon, c'est pas non plus monstrueusement mieux. On voit juste un peu, je crois, la partie de la planète qui est sous les anneaux, qu'on voit en dessous. Pour le coup, on la distingue, on la voyait pas avant sur l'autre image. Donc c'est pas monstrueusement mieux, pas comparé à Jupiter où avant, après, on voit quand même beaucoup de choses en plus. J'ai aussi profité de cette 3e nuit pour revenir un coup du côté de Mars, et qui cette fois a une bien meilleure tête que sur l'image précédente. Bon, en même temps, on voyait rien sur la première image, donc c'était pas trop compliqué de s'améliorer. Et pour le coup, on voit une espèce de détail à sa surface. Alors j'hésite encore entre un problème de mise au point ou effectivement une grosse tache sombre à sa surface. Toujours est-il que si c'est le cas, ce genre de taches s'appelle en fait des formations d'albédo et elles ont longtemps été confondues avec des océans. On pensait que c'était des océans à la surface de la planète Mars. Aujourd'hui, on sait grâce notamment aux orbiteurs martiens que ce sont juste des roches volcaniques qui ne sont pas recouvertes de la fameuse poussière orange qui donne la couleur orange à Mars. Donc je sais pas si c'est d'une formation d'albédo ou un problème de mise au point, j'en ai aucune idée honnêtement. Revenons un peu du côté de Vénus. Ces 3 images ont été prises entre le 5 et le 7 avril. Du coup, mis à part la qualité, on ne constate pas de grosses différences. Donc j'ai voulu voir ce qui se passerait si j'en prenais une avec 2 semaines d'intervalle. Et voilà ce que ça a donné. Cette fois, on remarque que la planète est passée de 62 à 73 pixels et que le croissant est devenu plus fin. Et ça vient du fait que Vénus est en train, petit à petit, de s'aligner entre nous et le Soleil, et donc aussi de se rapprocher de nous. Et elle va bientôt disparaître, elle va devenir quasiment impossible à distinguer, puis elle va repasser de l'autre côté, et cette fois le croissant sera visible de l'autre côté. Donc voilà, ça a permis de voir un peu l'évolution de Vénus au bout de 2 semaines, que je trouve assez intéressant. Alors c'est sûr que c'est moins visuel que la vidéo de Jupiter, où on voit toutes les lunes qui tournent autour, mais bon, c'est déjà ça je trouve. Bon voilà, on s'approche de la fin de la vidéo. En tout cas, par rapport à ce que je fais en général en ciel profond, où je vous montre en général 2-3 images à tout péter, cette fois vous aurez été blindé d'images, vous aurez eu plein d'images différentes, à chaque fois une petite évolution de la qualité, donc c'est plutôt cool. Je serais assez curieux que vous m'envoyiez les images que vous avez fait vous, alors qu'elles soient de bonne ou de mauvaise qualité, je m'en fous, je serais juste curieux de voir ce que vous êtes capable de faire en pleine Terre avec votre matos. Donc voilà, et peut-être que du coup dans la prochaine vidéo, parce que j'en referai une un jour sur le planétaire, avec pas le télescope là qui est pas vraiment adapté pour ça comme j'ai dit, mais plutôt mon autre gros télescope, c'est-à-dire un MID qui a 2,50 m de focale, qui sera carrément mieux que ça pour faire des belles images des planètes. Notamment il faudra en octobre, il y aura Mars qui sera au plus proche de nous, donc ce sera le meilleur moment pour l'observer. Donc je pense qu'à ce moment-là je sortirai le gros bébé et qu'on ira refaire quelques images de planétaire et je pourrai éventuellement montrer vos images à ce moment-là. Je remercie aussi Richard et Fabrice de chez Optic Unterlinden qui ont pris le temps de relire mon script et qui m'ont aidé pour faire mes images et grâce à qui la vidéo et les images ont une meilleure qualité. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Benjamin qui a composé les quelques différentes musiques qui passent dans cette vidéo. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson. Bref, ciao les gens, et à la prochaine!